Bonjour à tous. Alors, il est où Jean-Paul? Il a disparu. Ah oui, il est là. Donc, je suis ravi de me trouver ici. Jean-Paul a dit que je vais parler de tout ce qui m'intéresse. Non, parce qu'il y a un petit point qu'il faut quand même savoir. Tout le monde croit que j'ai fait une seule chose dans ma vie, c'est le test des inégalités de Bell. Or ça a été mon sujet de thèse et la question a été bouclée en 1983. Et je vous laisse calculer pour savoir il y a combien d'années. Après, j'ai fait un certain nombre de choses qui m'ont aussi passionné. D'abord, après le test des inégalités de Bell, avec mon premier thésard Philippe Grangier, qui a été professeur ici comme moi pendant de longues années, nous avons inventé, développé, démontré les propriétés de la première source de photons uniques au monde. Et ensuite, je suis passé des photons aux atomes en allant collaborer avec Claude Cohen-Tanucci à l'École normale supérieure, avec Jean Dalibard et Christophe Salomon. Et là, nous avons fait des expériences qui ont conduit Claude Cohen-Tanucci à recevoir le prix Nobel 1997 pour la manipulation d'atomes par laser. Après quoi, après quelques années à l'École normale supérieure à jouer avec les atomes, j'ai décidé de revenir sur le plateau de Saclay. Je suis revenu à l'Institut d'optique et pour travailler, en quelque sorte, j'ai fait la fusion entre mes deux amours, les photons et les atomes, puisque j'ai monté un groupe d'optique atomique dont le but était de faire avec les atomes ce qu'on savait faire avec les photons, c'est-à-dire l'optique géométrique, par exemple les miroirs, l'optique ondulatoire, faire interférer des atomes entre eux, et enfin revisiter un certain nombre d'expériences d'optique quantique avec des atomes ultra froids et regarder des propriétés analogues à celles qui avaient fait le cœur de l'optique quantique. Et tout ça a nourri mon enseignement, puisque j'ai fait pendant de longues années deux enseignements d'optique quantique, dit optique quantique 1 et optique quantique 2. Bien sûr, aujourd'hui, ces enseignements sont pris en charge par des collègues qui ont des agendas moins chargés que moi, mais j'ai le grand plaisir encore de temps en temps d'aller faire un amphi dans l'un de ces enseignements que j'ai mis au point au cours des années. Donc aujourd'hui, je vais néanmoins me concentrer sur essentiellement les inégalités de Bell, mais puisqu'on parle de deuxième révolution quantique, je vais d'abord vous dire pourquoi ces expressions. Alors, avant de... Ah oui, il faut aussi que j'active mon pointeur. Option du pointeur, voilà. Et là, point visible. Voilà. Et là, vous le voyez là? Bon, très bien. Donc, avant de passer à la suite, pour ceux que ça amuse, ils peuvent acheter un petit livre qui leur coûtera pas cher, qui s'appelle Einstein et les révolutions quantiques, et qui raconte une histoire. Vous pouvez même l'offrir à votre grand-mère, je parle aux plus jeunes, hein, ou vous pouvez l'offrir à qui vous voulez, qui n'est pas scientifique, il n'y a pas d'équation, je raconte une histoire, il faut qu'il soit un tout petit peu intéressé par la science. Mais franchement, ça se lit très bien. Et puis, en préparation, pour ceux qui veulent quelque chose d'un peu plus lourd, qui sera un peu plus cher aussi, celui-là ne coûte que 8 €, l'autre sera un peu plus cher, il y aura davantage de pages, et ce sera un peu plus approfondi, et le titre est « Si Einstein avait su ». Bon, je vous laisse méditer. Il faudra acheter le livre pour connaître la réponse. Alors, les inégalités de Bell, il y a d'excellentes vidéos sur le sujet. Vous avez en particulier la vidéo de David Loapre, qui a une chaîne qui s'appelle Science étonnante, avec plusieurs dizaines de vidéos sur les sujets scientifiques les plus variés, la physique bien sûr, mais les mathématiques, mais la biologie, et ces vidéos sont toutes meilleures l'une que l'autre. Je vous encourage, quand vous avez des insomnies, à aller regarder des vidéos de David Loapre. Le problème, c'est que ça ne vous endormira pas. C'est tellement passionnant que ça ne vous endormira pas. Il y a une deuxième série sur les inégalités de Bell qui a été faite par l'un de mes anciens thésards qui maintenant fait de la vulgarisation. Cette chaîne YouTube s'appelle Photons Jumeaux et c'est tout aussi excellent. Bon, alors,
il faut se mettre d'accord. La physique quantique, elle est étrange, mais elle n'est pas irrationnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la physique quantique? C'est d'abord un formalisme mathématique permettant de décrire parfaitement des faits observés qui étaient incompréhensibles en physique classique. Par exemple, la stabilité de la matière et la liaison chimique étaient strictement incompréhensibles en physique classique. En physique classique, vous savez que les charges positives et négatives s'attirent, et donc la matière aurait dû s'effondrer sur elle-même. Les électrons auraient dû sauter sur... Les électrons négatifs auraient dû sauter sur le noyau positif, et la matière aurait dû... Ah voilà, vous voyez en plus les trucs qui arrivent. Donc ça c'est... Hop, et voilà. Alors ça, c'est pénible. Attendez, je vais déconnecter le Wi-Fi avec un peu de chance. Avec un peu de chance, on n'aura plus ce genre de truc. C'est bon, là? Allez, c'est reparti. Ouais, ça, là, vous avez mon agenda. Vous voyez que je suis assez occupé, comme vous pouvez le remarquer. Ah non, mais on a droit à tout ici. Hein. Changer d'affichage. Tac. Vous avez vu un peu? Oui, je sais pas. J'arrive même à compenser les bugs de Microsoft. Vous allez me dire que si on n'est pas capable de compenser les bugs... Il y en a un autre qui est arrivé là? Ah non. Voilà. Si on n'est pas capable de compenser les bugs de Microsoft, on a du mal. Mais là, j'ai compensé un bug de Microsoft. Bon, donc... Le formalisme mathématique de la physique quantique permet de comprendre, de décrire correctement la stabilité de la matière, le fait qu'un électron qui a envie de tomber sur un noyau n'y tombe pas, parce que c'est aussi une onde. Donc, ça permet également de décrire la liaison chimique, l'interaction lumière-matière, et même des trucs un peu bizarres comme la supraconductivité ou la superfluidité. Toute bonne théorie physique, non seulement c'est décrire les phénomènes observés, mais on y trouve dedans ce qu'on n'y avait pas mis. Je veux dire qu'on trouve des solutions aux équations qui n'étaient pas le but qui avait présidé à l'écriture de ces équations. Et donc, on se trouve dans cette situation, on va au laboratoire, on regarde si le phénomène prévu par les équations existe et on constate qu'il existe. Ça, c'est une bonne théorie. Une théorie qui se contente de décrire ce qu'on sait et qui permet de rien prédire de nouveau, ce n'est pas vraiment une bonne théorie. Donc, dans le cas de la physique quantique, il y a une foule de phénomènes qui ont été prévus et au prix de beaucoup de travail, d'expérience, on a finalement observé, par exemple, le cas de l'intrication quantique sur lequel j'ai travaillé. Mais je pourrais vous citer les équations de Maxwell dans lesquelles on a trouvé les ondes électromagnétiques à une époque où personne n'avait jamais eu l'idée des ondes électromagnétiques. Ce formalisme mathématique permet non seulement de prévoir des phénomènes scientifiques qu'on observe au laboratoire, mais il permet aussi d'inventer des petits trucs pas très importants comme les transistors, les lasers, les circuits intégrés. Je veux dire par là qu'il a des applications qui ont un impact sur la société. Et donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'image simple pour représenter ce formalisme dans notre espace habituel. C'est pour ça qu'elle est étrange. Voilà un formalisme qui marche parfaitement bien, qui rend compte de plein de phénomènes, qui permet d'en découvrir des nouveaux, d'inventer des applications, mais on n'a pas d'image simple dans notre espace habituel. C'est ça qui met mal à l'aise un certain nombre de gens. Et alors du coup, ça les met tellement mal à l'aise que parfois il y a des gens qui raisonnent de travers. Je vous préviens, il y a quelques polytechniciens d'une promotion ancienne. Certains anciens polytechniciens ne sont pas exempts de ce risque. Il y en a certains qui, de temps en temps, plongent dans des choses de cet ordre. C'est un peu moins direct, mais ça revient à ça. Donc voilà de quoi il faut se méfier. La mécanique quantique est étrange. La torsion des petites cuillères à distance par la force de l'esprit est étrange. Donc la torsion des petites cuillères à distance par la force de l'esprit est un phénomène quantique. Alors ça, vous ne laissez pas avoir par ça. Bon, j'ai parlé de deux révolutions quantiques. Les deux révolutions quantiques sont associées à deux concepts. Le premier, c'est la dualité onde-particules énoncée pour la lumière par Einstein en 1909.
et énoncé pour on commence en 1905, mais essentiellement en 1909, et énoncé pour la matière par Louis de Broglie en 1923. Et ensuite, à la deuxième révolution quantique, eh bien, elle s'appuie sur l'intrication quantique, phénomène dont l'étrangeté est mise en évidence en 1935 par Einstein, Podolsky et Rosen, avec Schrödinger qui rajoute son grain de sel pour dire c'est vraiment incroyable. Et puis, il faut sauter une trentaine d'années, 29 ans exactement, pour que John Bell enfonce le clou pour dire l'intrication, c'est vraiment différent de tout ce qu'on avait connu jusque-là. Donc, je vais vous parler de la première révolution quantique, puis de la seconde, comme on doit le faire. Donc, la quantification, la dualité en deux particules, l'impact sur la société. Allons-y. Alors, pourquoi ce mot quantification? Ce mot quantification correspond au fait que certaines quantités ne peuvent prendre que des valeurs particulières, on dit des valeurs discrètes, alors que la description classique permettrait un continuum de valeurs. Et donc, on dit que les quantités sont quantifiées. Par exemple, la lumière, qui est décrite de façon classique comme une onde, dont on peut imaginer comme un fluide. Vous pouvez découper en volume aussi petit que vous le voulez. Eh bien, Einstein, Planck d'abord, mais surtout Einstein en 1905, disent non, il y a certaines circonstances où la lumière, il ne faut pas s'imaginer ça comme un truc continu, mais il faut se l'imaginer comme des petits grains qu'on appellera plus tard les photons. Alors évidemment, Einstein n'était pas idiot, ça c'est pas un scoop, et donc il connaissait les magnifiques résultats des grands opticiens du 19e siècle, Thomas Young en Angleterre et qui en France? Et qui à l'école polytechnique? Augustin Fresnel, mon héros. Je veux dire, l'un des plus grands physiciens de l'histoire. Donc, Thomas Young en Angleterre et Augustin Fresnel en France démontrent que de très nombreuses propriétés de la lumière ne peuvent s'expliquer qu'en traitant la lumière comme une onde. Interférence, diffraction, beaucoup d'entre vous connaissent ça. Et d'un autre côté, Einstein nous dit oui, mais il y a des fois, il faut le considérer comme formé de grains. Mais Einstein, il sait bien que Young et Fresnel, ils ont raison. Et donc, il invente le concept de dualité onde-particules qu'il énonce en 1909 dans une célèbre conférence faite à Salzbourg. Conférence de la Société allemande de physique faite à Salzbourg. Les gens qui connaissent un peu la géographie apprécieront. On était en 1909. Quantification de la matière. Donc, encore une fois, certaines quantités ne peuvent prendre que des valeurs discrètes et il en est ainsi des orbites des électrons qui tournent autour du noyau, en tout cas qui évoluent autour du noyau. On sait depuis Rutherford que l'atome est formé d'un noyau positif plein de vide et puis des électrons qui gravitent autour. Donc c'est vraiment comme le mouvement des planètes, comme le mouvement des satellites autour de la Terre. C'est une loi en 1 sur R2, donc c'est vraiment pareil. Sauf que pour des raisons expérimentales, pour comprendre le spectre de la lumière émise par les atomes, on est amené à penser que seules certaines orbites sont permises. Les satellites artificiels, ils peuvent être à n'importe quelle distance. Là, seules certaines orbites sont permises. Et donc, c'est Bohr qui énonce le premier en 1913 une condition dite de quantification qui dit que, il donne une condition, il y a la constante de Planck dedans, qui permet de savoir quelles sont les orbites permises. Et puis, il faut attendre 1923 et Louis de Broglie pour comprendre cette condition de quantification de Bohr. La condition de quantification de Bohr, elle vient de la dualité en deux particules pour les électrons. Si vous admettez que les électrons qui sont sur leur trajectoire ici sont également des ondes, eh bien, il faut que l'onde, au bout d'un tour complet, se reboucle sur elle-même. Ce qui veut dire que la longueur d'onde ne peut être qu'un sous-multiple, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas qu'il y a un nombre entier de longueurs d'onde dans le périmètre qui est ici. Et ça met des contraintes qui sélectionnent les orbites. Et la condition de quantification de Bohr, que Bohr a mise comme ça, un petit peu au doigt mouillé, après beaucoup d'essais, probablement, on la justifie par la dualité en deux particules pour les électrons. Voilà. Alors, j'aime beaucoup cette diapositive, parce que cette diapositive, on montre le bonheur que l'on a de travailler sur la physique quantique.
Regardez comme Louis de Broglie a l'air heureux d'avoir trouvé sa relation lambda P égale H. Et regardez comme Schrödinger a l'air heureux d'avoir découvert l'équation qui porte son nom, l'équation de Schrödinger. Ça peut rappeler des souvenirs à certains, mais n'insistons pas. Donc cette première révolution quantique, je vais passer à la seconde, c'est d'abord une révolution scientifique qui est basée sur la dualité onde-particule. Par révolution scientifique, je veux dire qu'elle a permis de comprendre la structure de la matière, sa stabilité, propriétés mécaniques et électriques. Elle a permis de comprendre des propriétés exotiques comme la superfluidité et la supraconductivité. Et c'est aussi une révolution technologique, puisque j'insiste sur le fait que le laser, le transistor, les circuits intégrés n'ont pas été inventés par un bricoleur dans un garage, que ce soit dans l'Essonne ou en Californie. Ça a été inventé par les meilleurs physiciens de l'époque qui utilisaient la physique quantique pour décrire le mouvement des électrons dans la matière. Et donc, pourquoi on parle de première révolution quantique? Parce que ces progrès conceptuels et scientifiques et technologiques ont totalement transformé la société. Les plus jeunes ne savent pas qu'avant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le GPS, il n'y avait pas les téléphones portables et on ne vivait pas si mal que ça, les 74 peuvent vous le dire, mais on peut vous certifier que la société a été radicalement transformée par l'apparition de ces objets. Deuxième révolution quantique. Je mets deuxième au cas où il y en aurait une troisième après. Si on dit la seconde, on a l'impression qu'il n'y en aura plus après. Donc, deuxième révolution quantique, basée sur l'intrication. Alors l'intrication, c'est quoi? C'est le fait que je peux me trouver dans un état où j'ai deux particules, une qui part vers la gauche, une qui part vers la droite. Ici, ce sont deux photons. Je prends les photons parce que les expériences ayant été faites avec des photons, autant se mettre directement avec l'objet qu'on va utiliser dans les expériences. J'ai un photon qui part vers la gauche, l'autre qui part vers la droite. Ils n'ont pas la même couleur, donc ne cherchez pas des histoires d'indiscernabilité, ce n'est pas le sujet ici. Et donc, ce que découvrent Einstein, Podolsky et Rosen en 1935, c'est que ces deux photons, vous pouvez les mettre dans un état quantique comme ça. Alors, ils découvrent dans les équations, hein, ils n'ont pas fait la manip. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Bon, un certain nombre d'entre vous comprennent, mais pour ceux qui n'auraient pas suivi un cours avancé d'optique quantique, on parle de polarisation. J'espère que pour beaucoup d'entre vous, ça dit quelque chose. Si ça dit rien, la polarisation, eh bien c'est le fait que quand j'ai une onde électromagnétique, il y a le champ électrique vibre perpendiculairement à la direction de la trajectoire. Et donc, ça veut dire que le champ électrique, il peut avoir n'importe quelle direction dans un plan perpendiculaire à la trajectoire. Et ça, on appelle ça la polarisation. Et donc, comme on est dans un plan, on peut le décrire par deux composantes. On vit donc dans un espace à deux dimensions. Bien, quand vous quantifiez cette onde et que vous remplacez l'onde par le photon hérite des propriétés de l'onde. C'est-à-dire que si l'onde était polarisée comme ça, suivant X, eh bien, on va l'appeler photon polarisé suivant X. Et donc, on va le noter comme ça. Et XX, c'est une paire de photons polarisés suivant X. YY, c'est une paire de photons polarisés suivant Y. Ce que Einstein, Podolsky et Rosen découvrent, c'est que si XX est un état qui existe et YY un état qui existe, eh bien l'état XX plus YY est un état légitime. Il peut exister aussi. Et cet état est tout à fait stupéfiant. Pour ceux qui raisonnent rapidement en mathématiques, ils se convaincront aisément qu'on ne peut pas le factoriser. On ne peut pas le mettre sous la forme de quelque chose qui décrit le premier photon par quelque chose qui décrit le deuxième photon. Parce que si c'était le cas, on dirait le premier photon, il a une polarisation comme ça et l'autre une polarisation. Non, vous êtes obligé de garder cette forme. Et le fait d'être à la fois XX plus YY, c'est aussi étonnant dans une certaine mesure que le chat de Schrödinger qui est à la fois mort et vivant. Sauf que deux photons, c'est quand même moins compliqué qu'un chat. Mais à part ça, c'est conceptuellement tout aussi étonnant. Et donc, Einstein, Podolsky et Rosen découvrent qu'il y a cet état-là, qui est un état bizarre, dans lequel on n'arrive pas à séparer les propriétés des deux particules. Et ça, on le voit en faisant des calculs, vous allez voir, qu'il se passe des trucs étranges. Parce que si, à partir de cet état, si vous avez bien étudié votre cours de physique quantique, vous avez calculé les probabilités d'obtenir tel ou tel résultat dans les mesures de polarisation. Ah, c'est un point que j'aurais dû vous dire.
Si j'ai un faisceau de lumière qui arrive ici, s'il est polarisé suivant X, il sort en plus 1. S'il est polarisé en Y, il sort en moins 1. Et s'il est polarisé quelque part entre les deux, il y a une partie qui part en plus 1, une partie qui part en moins 1. Mais si maintenant j'ai un seul photon, alors si j'ai un seul photon, il ne va pas se couper en deux. Il n'y a pas un morceau de photon qui sort en haut et un morceau de photon qui sort en bas. Donc si je ne suis pas polarisé suivant X ou suivant Y, si je suis polarisé entre les deux, eh bien, un coup je vais sortir en haut, un coup je vais sortir en bas, et je vais décrire tout ça par des probabilités. Le formalisme quantique va me permettre de calculer la probabilité de sortir en plus 1 ou la probabilité de sortir en moins 1 lorsque je connais l'état du photon. Et donc, si je fais le calcul avec les photons de cette paire, je trouve que c'est 50%, 50%. 50% de chance de sortir en haut, 50% de sortir en bas. Idem de l'autre côté. Et c'est totalement aléatoire, ça a l'air d'être un jeu totalement aléatoire. Mais je peux aussi calculer avec le formalisme quantique la probabilité de sortir en plus 1 ici et plus 1 là. Ce calcul n'est pas très compliqué, il est à la portée d'un élève de l'école polytechnique qui a suivi le cours de tronc commun, en 1974, je ne sais pas, mais bon, peut-être qu'ils ont travaillé depuis. Il y en a là ou pas? J'essaie de les provoquer, mais ça ne réagit pas. Donc, vous calculez les probabilités conjointes et vous obtenez un résultat qui est ce qu'il est. Alors, il me dit quoi, ce résultat? Il dit que la probabilité de sortir en plus 1 est plus 1. Lorsque les polariseurs sont dans l'orientation A et B, c'est 1/2 de cosinus carré de l'angle entre les deux. Alors, vous allez me dire, ça me fait ni chaud ni froid. Moi, c'est pareil. Sauf que, si maintenant, vous regardez le cas particulier où les deux polariseurs sont orientés suivant la même direction, n'importe laquelle, du moment que c'est la même, l'angle AB vaut 0, et là, même dès 74, ça se souvient que cosinus de 0, ça vaut 1. Donc, les probabilités valent 1/2. Et comme sinus de 0, ça vaut 0, celle-là valent 0. Alors, vous allez peut-être encore me dire, ça vous fait ni chaud ni froid. Mais c'est maintenant que ça vient. Vous voyez qu'ici, la probabilité d'avoir plus 1 vaut 1/2. Et la probabilité d'avoir plus 1 et plus 1 vaut également 1/2. Ça veut dire que la probabilité conditionnelle d'avoir plus 1 ici, si j'ai eu plus 1 là, est totale. En d'autres termes, je peux avoir plus 1 et plus 1, je peux avoir moins 1 et moins 1, mais, comme on le voit ici dans cette formule, je ne peux pas avoir plus 1, moins 1. Donc si je considère du premier côté que j'ai une variable aléatoire, qui vaut aléatoirement plus 1 ou moins 1, et de l'autre côté une variable aléatoire qui peut aléatoirement voir plus 1 ou moins 1, ces deux variables aléatoires sont totalement corrélées. Quand je fais un tirage conjoint, tac, j'ai plus 1, ou j'ai moins 1, mais jamais les deux. Alors, le coefficient de corrélation, ça s'exprime, je passe sur les détails, ça s'exprime en faisant la somme des probabilités des résultats identiques et en soustrayant la somme des probabilités des résultats croisés. Et il suffit d'injecter ces formules là-dedans pour trouver que ça vaut cosinus de 2 fois l'angle entre les polariseurs. Et vous voyez que si AB égale 0, ça vaut 1. 1, ça veut dire corrélation totale. C'est ce qui est écrit ici. Alors voilà. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que pour l'état intriqué Einstein, Podolsky, Rosen, bon, le B c'est pour Bohm qui a trouvé une variante intéressante. Le calcul quantique prédit des résultats séparément aléatoires, mais fortement corrélés. Et ça c'est bizarre. J'appelle ça un jeu de pile ou face truqué. Vous voyez, imaginez, vous avez un gars ici qui lance une pièce de monnaie et il trouve aléatoirement pile ou face. Vous en avez un autre là-bas qui lance une pièce de monnaie, trouve aléatoirement pile ou face. Alors vous êtes là, vous dites « Ah ouais, ça a l'air aléatoire ». L'autre est là-bas, oui, ça a l'air aléatoire. Puis il y en avait un qui est au fond avec des jumelles, il regarde, et là il est stupéfait, parce que quand celui-là sort pile, l'autre sort pile, et quand celui-là sort face, l'autre sort face. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Il y a un truc ». Et donc le but de la physique, c'est de comprendre les trucs. Ben oui. Découvrir une loi physique, c'est quoi? C'est observer un phénomène étonnant et trouver une façon rationnelle de décrire ce phénomène étonnant. C'est comprendre le truc.
Donc, comment comprendre les corrélations EPR prédites par la mécanique quantique? Première idée, qui est une bonne idée a priori, j'ai fait des calculs qui m'ont conduit à prévoir ces corrélations. Est-ce que je peux tirer une image de ce calcul? La réponse est non. Parce que le calcul à deux particules se fait dans un espace abstrait, c'est-à-dire l'espace produit tensoriel de l'espace décrivant la première par la seconde. Et ça, c'est très bien, mathématiquement, c'est très clair, mais vous n'arrivez pas à replonger ça dans notre espace. Ou si vous le faites, vous verrez pendant cette conférence que c'est quand même assez bizarre, le résultat. Et tout ça est associé au fait qu'on ne peut pas identifier des propriétés individuelles sur chaque photon. Alors ici, une phrase que j'aime beaucoup d'un théoricien de l'optique quantique. Il n'y a pas plus copenhaguien et borien que lui, mais pourtant, il a écrit dans son bouquin que les phénomènes quantiques ne se passent pas dans un espace de Hilbert, ils se passent dans un laboratoire. Et un laboratoire, c'est l'espace dans lequel nous vivons. Et donc, moi, j'insiste, j'ai une source ici, un détecteur là, un détecteur de l'autre côté. Je veux comprendre ce qui se passe entre ma source et mes détecteurs. Donc, j'insiste pour avoir une image dans notre espace. Eh bien, Einstein a suggéré une telle image, c'était la conclusion de son article. Einstein a dit, lorsque j'ai deux objets qui se sont séparés, et une fois qu'ils sont à distance, on observe des corrélations très fortes, eh bien, une façon simple de comprendre, c'est d'imaginer que les deux objets sont partis en portant des propriétés qui vont déterminer le résultat des mesures. Ça paraît logique, d'accord? Mais en faisant ça, on complète le formalisme de la physique quantique, parce que pour les photons dont je vous ai parlé, le formalisme quantique dit que toutes les paires sont décrites de la même façon, par le même XX plus YY. Et Einstein, il dit, mais non, il faut rajouter une propriété en plus. Si vous ne rajoutez pas une propriété en plus, vous n'arriverez pas à comprendre ces corrélations. Et donc Einstein dit, la mécanique quantique est incomplète. Et là, Bohr est vexé. Il dit, comment, ma théorie, elle est incomplète? Et donc Bohr dit, non, vous ne pouvez pas compléter la mécanique quantique, sinon ça va mal se passer. Mais il invoque des arguments de nature philosophique, épistémologique. Ce n'est pas du tout un raisonnement scientifique imparable au terme duquel vous pouvez dire, oui, Bohr a raison. Et donc, à la suite de ça, eh bien, Einstein ne sera jamais convaincu. Donc, on a une image simple et convaincante qui est analogue, par exemple, au chromosome des vrais jumeaux. Deux jumeaux ont les mêmes propriétés, les mêmes couleurs d'yeux, éventuellement les mêmes pathologies, parce qu'ils ont les mêmes chromosomes. Bon, donc, ça revient à compléter le formalisme quantique. C'est un raisonnement logique et rigoureux, mais Bohr est en désaccord. La description du formalisme quantique est complète, on ne peut rien lui ajouter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rien. Bohr et Einstein discutent tout le reste de leur vie sur le sujet, réellement, tout le reste de leur vie, ils passent leur temps à échanger là-dessus. Bohr dit oui, mais quand même, l'appareil de mesure, Einstein dit non, et hop, ça discute jusqu'à la fin de leur vie. Il ne se passe rien. Les autres physiciens ne font pas attention du tout à la discussion, parce que vous savez, les jeunes ne font pas attention aux vieux. Vous avez remarqué ça, les 74 là. Donc les jeunes ne font pas attention à ce que disent les vieux, même quand ils sont aussi célèbres que Einstein, ouais, ils sont vieux, là, ils discutent entre eux, bon, ça on l'a dit. Non, la raison profonde pour laquelle les physiciens ne se sont pas attardés sur ça, c'est que, d'une part, la mécanique quantique a des succès formidables, et d'autre part, il n'y a aucun désaccord entre Bohr et Einstein sur la façon de faire les calculs. Donc les gars, ils font des manips, ils font des calculs, les calculs marchent avec les manips, ils sont contents. Et Einstein et Bohr discutent sur l'interprétation, mais pas sur les mathématiques. Donc, finalement, rien ne se passe. Et puis, en 1964, Bell reprend le raisonnement d'Einstein, Podolsky et Rosen, et puis, au terme d'une démarche qui est assez stupéfiante, il arrive à la conclusion que si on suit les idées d'Einstein et qu'on les exprime sous la forme de ce qu'on appelle des théories locales à variables supplémentaires, eh bien, il s'aperçoit qu'il n'existe aucune théorie locale à variables supplémentaires, un truc avec des chromosomes, quoi, qui peut reproduire l'ensemble des prédictions quantiques lorsqu'on s'intéresse aux corrélations Einstein, Podolsky et Rosen. Bon. Donc maintenant, au lieu d'être juste une question d'interprétation, c'est devenu un désaccord quantitatif
entre le point de vue d'Einstein et certaines prédictions quantiques. Alors pour les plus curieux d'entre vous, tant pis, vous mangerez un peu plus tard, je vous explique comment ça fonctionne. Quelle que soit la théorie locale à paramètres supplémentaires, c'est une théorie dans laquelle il y a des chromosomes et puis vous avez des résultats de mesure qui sont déterminés d'un côté et de l'autre par la valeur des nouveaux paramètres lambda. Quelle que soit cette théorie, Bell démontre qu'il existe une quantité qui ne peut pas être plus grande que 2 ou pas plus petite qu'au moins 2. Cette quantité, c'est quoi? Vous vous souvenez, quand j'ai introduit E, c'était le coefficient de corrélation, celui qui vaut 1, par exemple, quand les polariseurs sont comme ça, puis qui vaut cosinus de 2 fois l'angle, etc. Donc, cette quantité, si vous la calculez avec une théorie à la Einstein, eh bien, elle ne peut pas être plus grande que 2. Alors, c'est quoi cette quantité? Vous considérez 2 orientations du premier côté, A et A', 2 orientations du deuxième côté, B et B', et vous regardez les 4 corrélations possibles, AB, AB', A'B, A'B'. Et puis, vous faites cette cuisine, c'est-à-dire 3 signes plus et 1 signe moins. Pourquoi? Je ne sais pas, moi. Bell a eu un coup de génie, puis voilà, il n'y a pas d'autre explication. Et non, mais je veux dire, il se trouve que ça, c'est ça qui marche. Alors, maintenant, accrochez-vous. La trigonométrie va être dure. La prédiction de la mécanique quantique, c'est cosinus de 2AB. Je considère ce jeu d'orientation. A' vaut 45 degrés. AB vaut 22 degrés 5. Alors, 2 fois 22 degrés 5, ça fait 45. Le cosinus de 45 degrés, ça fait 1 sur racine de 2. Donc, vous avez ici 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2.'Alors maintenant, plus dur. AB', vous doublez l'angle, ça fait encore 1 sur racine de 2, mais avec un signe moins. Comme il y a déjà un signe moins ici, ça refait 1 sur racine de 2. Donc, si je prends ces angles-là, que je crois aux prédictions de la physique quantique, eh bien, je trouve que S vaut 2 racines de 2, ce qui est manifestement plus grand que 2. Et donc, ça veut dire qu'il n'existe aucune théorie à la Einstein capable de reproduire l'ensemble de ces 4 résultats. Donc, on se trouve dans la situation où la possibilité de compléter la mécanique quantique en suivant le point de vue d'Einstein, c'est plus une question de goût, une question d'interprétation, de philosophie, d'épistémologie. C'est juste une question, allez au laboratoire et regardez, demandez à la nature de donner la réponse. Alors, juste pour vous amuser, la démonstration des inégalités de Bell. Lemme mathématique d'une difficulté extraordinaire. Si j'ai 4 nombres, x, y, x', y', qui valent chacun soit plus 1, soit moins 1, et que je forme cette quantité, eh bien, regardez la super transformation mathématique qui consiste à mettre x en facteur et x' en facteur, et là, je raisonne. 2 possibilités. Y égale y', auquel cas ce terme vaut 0 et l'autre vaut soit plus 2, soit moins 2. Deuxième possibilité, y égale moins y', et cette fois-ci, c'est ce terme qui vaut 0 et celui-là qui vaut soit plus 2, soit moins 2. Et maintenant, en bricolant un tout petit peu, vous vous rendez compte qu'en utilisant le formalisme dans l'esprit d'Einstein, le formalisme de Bell, eh bien, vous vous rendez compte que la quantité S qui est impliquée ici, ce n'est pas autre chose que la moyenne sur un grand nombre de paires de cette quantité qui est là. Et la moyenne de nombres qui ne peuvent valoir que plus 2 ou moins 2, ça ne peut pas être plus grand que plus 2, ça ne peut pas être plus petit que moins 2. C'est quelque chose, les inégalités de Bell. Alors, quelles sont les conditions pour arriver à ce conflit? En d'autres termes, qu'est-ce qu'il a fallu faire comme hypothèse pour écrire les inégalités de Bell? D'abord, il a fallu faire l'hypothèse qu'on va décrire les corrélations en invoquant ces fameuses propriétés supplémentaires qu'on appelle lambda dans le formalisme, mais ça n'a aucune importance. Et l'hypothèse, c'est que les particules se séparent et dont chacune s'en va avec son lambda, et quand elle va arriver sur le polariseur, il ne faut pas que je bouge, quand elle va arriver sur le polariseur, eh bien, le résultat plus 1 ou moins 1 dépend seulement de ce lambda-là
et de l'orientation de ce polariseur. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle une vision réaliste locale du monde. Et il y a là-dedans une hypothèse qui a l'air naturelle, mais sur laquelle Bell met le doigt et il insiste même dans la conclusion. Et je vais quand même en parler parce que c'est celle-là qui a changé ma vie. L'hypothèse, c'est quand on dit que la particule arrive là-bas et que le résultat de la mesure ne dépend que du lambda et de A. Implicitement, on fait l'hypothèse que ça ne dépend pas de l'orientation de l'autre polariseur qui est là-bas. Alors ça a l'air raisonnable, mais attendez, on est en train de travailler sur des phénomènes incroyables. L'intrication à distance est quand même assez incroyable. Et donc, Bell dit, après tout, on pourrait imaginer que le résultat de la mesure qui est là dépend de l'orientation de l'autre qui est là-bas, parce qu'il y a une sorte d'interaction qu'on ne connaît pas, qui reste à découvrir, et qui fait ça, parce que, voilà. Et là, du coup, si on fait ça, on ne peut plus démontrer les inégalités de Bell. Donc, il n'y a plus qu'un modèle comme ça, eh bien, il peut reproduire toutes les prédictions quantiques. Et donc, il faut absolument faire cette hypothèse de Bell, et Bell insiste en disant, si vous ne faites pas cette hypothèse, vous n'obtenez pas le conflit avec la physique quantique. Et donc c'est exprimé comme ça, et donc il rajoute, d'accord, l'hypothèse est a priori raisonnable quand même, mais bon, peut-être que ce qu'il faudrait faire, c'est faire une expérience dans laquelle on change les orientations des polariseurs pendant que les photons sont en train de se déplacer entre la source et les polariseurs. Et là, au moment où vous faites votre mesure, vous n'avez aucun moyen de savoir quelle est l'orientation de l'autre qui est là-bas, parce que pour le savoir, il faudrait qu'il y ait un signal qui aille plus vite que la lumière. Et ça, Einstein l'interdit normalement. La relativité d'Einstein l'interdit. Et donc, Bell fait remarquer que si on pouvait changer rapidement les orientations des polariseurs, eh bien, à ce moment-là, il n'y aurait plus besoin de faire l'hypothèse et on aurait un conflit complet entre la totalité de la vision du monde d'Einstein, c'est-à-dire d'une part le fait qu'il faut compléter la mécanique quantique et d'autre part le fait que rien ne va plus vite que la lumière. Voilà. Donc, il y a des gens courageux qui se sont lancés dans les expériences, les pionniers héroïques, à Berkeley, à Harvard. Alors, c'était rigolo en 1972 parce qu'à Berkeley, ils avaient trouvé un résultat en accord avec la mécanique quantique, mais à Harvard, ils avaient trouvé un résultat différent de la mécanique quantique, c'est-à-dire qu'ils avaient trouvé S plus petit que 2, alors que lui, il a trouvé S égale 2,1 ou 2,2, un truc comme ça. Bon, je passe sur les détails. Après, il y en a un qui était au Texas, au milieu. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il était dans une université qui s'appelle Texas A&M, qui est vraiment une université d'ingénierie, vous voyez. A&M, ça veut dire Agriculture and Mechanics. Alors, vous allez me dire, Mechanics, on peut penser à Quantum Mechanics, mais quand même. Bon, bref, il y a un gars qui s'appelle Fry, qui a fait une manip, là. C'était la première manip impliquant un laser. Le rapport signal sur bruit était meilleur. Et donc, lui, il trouve la mécanique quantique, c'est clair. Et donc, le score est de 3-1 en faveur de la mécanique quantique, mais il faut voir, c'est quand même des expériences héroïques, et surtout, ces expériences sont assez radicalement différentes du schéma que je vous ai montré. Bon, ça, c'est l'expérience de Clauser, peu importe. Elles sont assez radicalement différentes du schéma que je vous ai montré, et c'est pour cela qu'en 1975, je me suis embarqué dans une série d'expériences dont le but était de se rapprocher le plus possible du schéma que je vous ai montré, y compris la suggestion de Bell de changer les orientations pendant le vol des photons. Donc voilà, on a mis en évidence le fait que la physique quantique marche même dans ces situations extraordinaires. Je ne m'attarde pas là-dessus, sinon je serais vraiment trop long. Mais voilà, donc on a trouvé, en accord avec la mécanique quantique, dans ce schéma-ci, qui lui est très proche du schéma de l'expérience de pensée, bon, je vous le fais en 10 secondes, pour la première fois, on a réussi à avoir des séparateurs de polarisation qui donnent à la fois la voie plus 1 et la voie moins 1. Dans les expériences précédentes, Clauser et compagnie, ils n'avaient que la voie plus 1. Donc à ce moment-là, il faut faire des calibrations annexes, il faut faire la cuisine. Et la dernière expérience, celle qui m'a valu le prix Nobel, c'est celle-ci, dans laquelle j'ai réussi à construire un aiguillage optique qui permet d'envoyer la lumière soit vers un polariseur dans la première orientation A ou vers la seconde orientation dans un second polariseur dans l'orientation A'. Ici, j'ai un aiguillage qui va très vite et donc vous voyez bien que l'ensemble, c'est équivalent à un seul polariseur qui passe de A à A' et réciproquement. Voilà, bon, j'en dis pas plus.
Il y a eu ensuite une troisième génération d'expérience qui a démarré à la fin des années 80, qui a culminé vers la fin des années 90, puis qui a reculminé encore plus haut, si j'ose dire, en 2015. Ces nouvelles expériences, pour le faire simple, le progrès immense, dans mon expérience, j'ai un atome qui émet les 2 photons. Il les émet dans n'importe quelle direction de l'espace, dont on attrape les photons avec des lentilles, mais on en rate beaucoup. Ils ont mis au point, mais ça leur a pris plus de 15 ans, ils ont mis au point une nouvelle source dans laquelle vous avez un photon ultraviolet qui se coupe en 2 par un phénomène d'optique non linéaire qui s'appelle division paramétrique. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'il y a des règles. Si vous voulez savoir, vous venez dans nos cours d'optique quantique à l'école polytechnique. C'est très bien expliqué. C'est un cours que j'ai mis au point, c'est très bien expliqué. Et donc, vous avez ce qu'on appelle des règles d'accord de phase, c'est-à-dire qu'il se trouve que quand vous divisez un photon ultraviolet en 2 photons, eh bien ces 2 photons sont émis dans des directions très précises. À ce moment-là, vous les attrapez et vous pouvez les faire rentrer dans des fibres optiques. Et si vous pouvez les faire rentrer dans des fibres optiques, après, vous pouvez reculer assez loin. Et c'est comme ça que Zeilinger, en 1998, a fait une expérience dans laquelle il y avait 200 mètres entre la source et le détecteur, donc fibre optique de 200 mètres, et ça lui permettait de choisir aléatoirement la direction du polariseur en lançant un générateur de nombres aléatoires. C'était la manip que j'aurais rêvé de faire, mais que je ne pouvais pas. Moi, je basculais comme un fou de A à prime. Lui, tranquille, il lance un dé, enfin un dé électronique quand même. Il lance un dé, il regarde le résultat, il choisit l'orientation de son polariseur. Donc 98. C'est la première fois que quelqu'un a refait ma manip de 82 quand même. Et il a trouvé le même résultat que moi, ce qui était rassurant. On n'est jamais à l'abri d'une erreur quand on est un expérimentateur. Alors Nicolas Gisin, lui, fait autre chose. Il veut vraiment aller regarder très loin. Donc il injecte ces photons intriqués dans le réseau commercial de téléphonie à fibre, de télécom à fibre optique de Suisse. Je ne sais pas, Benoît, les Suisses, la nuit, peut-être qu'ils regardent pas, ils n'utilisent pas le réseau. Donc Nicolas Gisin, lui, il utilise le réseau commercial. Et puis, il met un détecteur à Bellevue, l'autre à Bernex. Il y a des dizaines de kilomètres, enfin plusieurs kilomètres. Je crois qu'il y a une quinzaine de kilomètres entre les deux. Et il regarde, est-ce que l'intrication est toujours là? Oui, elle est toujours là. Bon, voilà, très bien. Donc, que dire? Eh bien, il n'y a pas de doute, quoi qu'on fasse, il faut renoncer à la vision locale du monde qu'on appelle le réalisme local, et je vais vous en dire 2 mots. Dans le réalisme local, c'est le fait, je reviens là parce que vous lirez ça plus tard. Le réalisme local, c'est cette vision du monde que j'ai esquissée tout à l'heure, dans laquelle Einstein dit, voilà, si j'ai 2 objets séparés, ou 2 systèmes séparés, et pour Einstein, séparés, ça veut dire séparés dans l'espace-temps. C'est-à-dire, ils sont à distance et je le considère au même moment. Alors, si j'ai 2 systèmes séparés dans l'espace-temps, eh bien, chacun des systèmes porte en lui l'ensemble des propriétés qui vont déterminer les résultats de n'importe quelle mesure que je peux faire sur lui. Et ce résultat ne dépendra que de l'appareil de mesure que j'ai ici. C'est ça le réalisme local. Donc, si j'ai 2 objets séparés, eh bien, même si c'était un système initialement, j'ai l'ensemble des propriétés du premier, et puis j'ai l'ensemble des propriétés du second, et la somme des 2 n'est pas différente de l'ensemble des propriétés du premier, de l'ensemble des propriétés du second. Eh bien, il faut renoncer à cette vision réaliste locale du monde. Et alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Ben, en fait, il suffit de lire Einstein. Pourquoi? Ce n'est pas qu'Einstein ne croyait pas à ce qu'il disait, mais il faisait un raisonnement par l'absurde. Et Einstein a donc écrit explicitement dans l'un des derniers textes de sa vie où il essaye de résumer toute sa vision du monde. Il a dit, voilà, si je n'avais pas raison dans mon raisonnement qui conduit à compléter la mécanique quantique, voilà ce que vous devriez accepter. Et c'est un raisonnement par l'absurde, il trouve que c'est tellement inacceptable qu'il a forcément raison. Donc qu'est-ce qu'il faudrait accepter? Nous, on sait qu'il n'a pas raison, donc il faut le regarder. Il écrit explicitement, il écrit en allemand, et il y a une traduction anglaise dans le même ouvrage dont il a certainement relu la traduction anglaise. Il dit qu'il faudrait soit abandonner l'indépendance des réalités physiques présentes dans des volumes distants,
Donc le fait que j'ai mes deux systèmes, eh ben, le tout est plus que la somme des parties et pourtant ils sont séparés. Bon. Ou bien accepter que quand je fais une mesure sur le premier, ça affecte instantanément le résultat de la mesure sur l'autre. Le premier truc, on va l'appeler le holisme quantique et le deuxième, on va l'appeler la non-localité quantique. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, aujourd'hui, on sait qu'il faut abandonner soit l'une, soit l'autre. Alors en paix, elles ne sont pas radicalement distinctes, mais c'est intéressant de le mettre sous cette forme parce qu'en fait, les deux aboutissent aux technologies quantiques dont vous avez un peu envie d'entendre parler. Le holisme quantique, le fait qu'il y a plus dans deux systèmes intriqués que dans la somme des propriétés de l'un et de l'autre, c'est ce qui est à la base de la fantastique puissance des ordinateurs quantiques. Quant à la non-localité quantique, le fait que si je bricole ici, il se passe quelque chose là, eh bien, ça donne naissance aux technologies quantiques de communication, c'est-à-dire la cryptographie quantique et la téléportation quantique. Je vais vous en dire un mot. De la crypto, pas de la téléportation. Sauf si vous insistez, mais ça va vous prendre un moment. Voilà, donc la non-localité quantique, hein, c'est à la base des communications quantiques. Alors, je vais passer là, parce que quand même, je suis un peu trop long. Ce que ça montre, ça, je vous le résume, parce qu'il y a des gens à qui ça va parler. Ça vous dit que, au début, je vous ai dit, on ne peut pas faire d'image basée sur le calcul quantique. Il y a quand même une façon de faire une image basée sur le calcul quantique qui consiste à imaginer que ce polariseur est un peu plus près de la source que l'autre. Et dans ce cas-là, on fait d'abord la mesure ici, et ensuite, on fait la mesure là. Et là, on voit apparaître dans le calcul, et attention, hein, j'insiste sur le fait que c'est un calcul orthodoxe. Moi, ma Bible, c'est le Cohen-Tanuji du et l'Alloway, c'est, comme on dit, Cohen-Tanuji approved, hein, le raisonnement que je vous fais. Ce n'est pas un raisonnement hétérodoxe, hein, il est parfaitement orthodoxe. Et donc, le calcul vous dit, au moment de la mesure ici, paf, ça affecte l'autre photon qui est là-bas. Donc, le calcul vous met le doigt, si vous acceptez cette image, le calcul vous met le doigt sur la non-localité quantique. Donc, je passe. Donc, c'est une image dans l'espace réel qui donne le même résultat que le calcul de l'espace abstrait. Donc, je fais la mesure, tac, ça affecte l'autre photon, et maintenant l'autre est comme le premier, dont la corrélation est facile à comprendre. Mais que nous dit vraiment cette image? J'insiste là-dessus parce que c'est essentiel pour les technologies quantiques. Jusqu'au dernier moment, on peut obtenir aussi bien +1 que -1. Ce n'est pas prévu d'avance. Parce que si c'était prévu d'avance, ce seraient des variables cachées. Et si c'était des variables cachées, on ne violerait pas les inégalités de Bell. Et comme en plus, on change les orientations des polariseurs juste avant la mesure, c'est donc jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si on va avoir +1 ou -1, mais si on a +1 ici, instantanément, on sait qu'on a +1 là, et si on a -1 ici, instantanément, on sait qu'on a -1 là. Et donc, pour moi, je ne peux pas éviter l'idée qu'il y a quelque chose de non local entre les deux. Voilà. Donc la mesure sur le premier photon semble influencer instantanément à distance l'état de l'autre. Ça s'appelle la non-localité quantique. Alors il faut que vous sachiez que beaucoup de physiciens ne sont pas d'accord avec moi. Ils disent, qu'est-ce que c'est cette histoire de non-localité? Tu n'as pas besoin d'invoquer ça. Tu fais le calcul et tu vois bien que le calcul te prédit ça. Alors c'est ce qu'on appelle l'école « shut up and calculate ». Non, mais c'est une école très répandue. Et grosso modo, quand même, Bohr n'était pas loin de cette position philosophique. Faites le calcul vous donne un résultat, comparé à la manip, et puis si ça marche, c'est que la théorie est bonne. Il ne faut pas se moquer. Là, j'ai fait un peu le pitre, mais il ne faut pas se moquer, parce que c'est une façon de faire la physique tout à fait honorable et légitime. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime avoir des images, et il se trouve que l'image de non-localité m'aide beaucoup à avoir des intuitions intéressantes, et je vous en donne un seul exemple. La cryptographie quantique par la méthode de Eckert. Vous allez voir où la non-localité va se nicher et pourquoi elle me permet instantanément de comprendre la valeur de la méthode. Alors, quel est le point? On a deux amis, Alice et Bob, vous les reconnaissez, hein? D'accord? D'accord? Bon. Ils essayent d'échanger un message secret
sans que l'affreux espion qui est là, qui s'appelle Eve, parce qu'en anglais, eavesdropper, c'est celui qui écoute aux portes ou aux fenêtres ou ce que vous voulez, et donc depuis toujours, en cryptographie quantique, il y a Alice et Bob qui sont les amis, et l'espion Eve qui est le mauvais. Donc pour bien montrer qu'il est mauvais, je lui ai mis une moustache, comme ça on voit que c'est un sale type. Alors, Shannon a démontré un théorème de mathématiques qui n'a rien de quantique, qui est que si Alice et Bob codent et décodent le message avec la même suite aléatoire de 1 et de 0, si vous avez un tant soit peu fait d'addition booléenne, vous voyez que Alice code son message en ajoutant ça à son message en binaire, et si Bob rajoute la même chose, il retrouve le message de départ. Shannon démontre avec toute la rigueur mathématique voulue que la sécurité est complète à condition que le message ne soit pas plus long que la clé. Parce que si le message est plus long que la clé, vous êtes amené à réutiliser la même clé, et là, les cryptographes, qu'ils soient codeurs ou décodeurs, sont des gens extrêmement forts en mathématiques appliquées, et s'il y a la moindre périodicité, ils vont la repérer. Donc, le problème, finalement, c'est de distribuer à Alice et Bob des séries aléatoires, des suites plutôt, aléatoires de 1 et de 0, identiques et très longues. Et bien pour ça, il y a une méthode, c'est ce qu'on appelle la distribution quantique de clés, QKD. Donc il y a deux méthodes, il y en a une qui a été inventée par Bennett et Brassard, qui s'appelle BB84, ça ressemble à un nom de locomotive, hein, mais c'est une méthode cryptographie quantique. Et l'autre a été inventée par Eckert, et je la présente ici parce qu'elle découle tout naturellement de ce que je viens de vous expliquer. La méthode de Eckert consiste à envoyer deux photons intriqués, l'un vers Alice, l'autre vers Bob. Ça, c'est les nouvelles sources, celles qu'on peut injecter dans les fibres optiques. Et Alice et Bob se sont mis d'accord d'avance pour basculer leur polariseur entre 2 ou 3 orientations bien choisies. Ils notent les résultats, ils notent l'orientation, ils regardent les résultats. Quand ils ont fini, ils se téléphonent. Ça peut être un canal ouvert, hein, l'espion a le droit d'écouter. Et donc Alice dit, au premier coup, voilà quelle était mon orientation, au deuxième coup, voilà quelle était mon orientation. Et là, Bob lui dit, OK, au deuxième coup, on avait les mêmes orientations. Au 5e coup, on avait les mêmes orientations. Et là, ils savent qu'ils ont le même résultat. Puisque les orientations étaient les mêmes, ils savent qu'ils ont les mêmes résultats. Donc, ils sélectionnent ça et ils fabriquent la clé. Alors, où est la non-localité? La non-localité est dans le fait que, quoi que fasse l'espion qui est ici, il ne peut pas espionner, puisqu'il n'y a rien à espionner. Parce que j'insiste sur ce que je vous ai dit il y a 2 minutes, jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si on aura plus 1 ou moins 1. Ce n'est qu'au dernier moment que c'est déterminé. Donc circuler, ici, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à espionner. Donc vous voyez, l'idée de la non-localité quantique me permet instantanément de comprendre pourquoi ça va marcher, la méthode, alors que si vous regardez la vraie démonstration mathématique, je peux vous dire, elle est chevelue, comme on dit. Hein. Elle est vraiment difficile. Mais moi, mon intuition me permet instantanément de voir pourquoi ça va marcher. Alors après, on peut raffiner. On peut dire, mais c'est important en fonction de ce que je viens de vous dire, c'est une conséquence aussi. On peut dire, ouais, mais alors l'espion qui est là, il a des super technologies quantiques, donc il va faire une mesure, il va observer un résultat, et puis il va renvoyer le photon avec la même polarisation que ce qu'il a observé. Et bien là, Alice et Bob vont s'en apercevoir, tout simplement parce que parmi leurs orientations, il y a aussi de temps en temps 22 degrés 5, etc. Et grâce aux orientations avec des angles à 22 degrés 5, ils vont pouvoir faire un test des inégalités de Bell. Et si le gars qui est là s'est amusé à faire ça, eh bien ils ne violeront pas les inégalités de Bell. Pourquoi? Parce qu'en faisant la mesure et en renvoyant un photon avec une polarisation bien déterminée, il a fabriqué des variables supplémentaires, il a fabriqué des lambdas, et le résultat ne peut pas violer les inégalités de Bell. Les inégalités de Bell ne sont violées que si, jusqu'au dernier moment, le photon est dans cet état ambigu où il peut donner, où toutes les possibilités sont encore là jusqu'au dernier moment. Donc vous voyez comment l'image de la non-localité quantique me permet d'avoir des intuitions que je trouve intéressantes. Mais si vous êtes un adepte shut up and calculate, vous allez regarder les articles, vous suivez les calculs, vous arriverez à la même conclusion. Voilà.
Pour conclure, nos amis chinois ont lancé un satellite dans lequel il y a une source de paires de photons intriqués et ils observent l'intrication à 1200 km de distance. Vous voyez, c'est assez impressionnant. Bon, alors, la seconde révolution quantique, c'est quoi? C'est bien sûr l'intrication. J'ai essayé de vous convaincre que l'intrication, c'est vraiment un truc incroyable. Donc, l'intrication, c'est à la base de la seconde révolution quantique, mais il y a un deuxième point qu'il faut souligner, c'est qu'il n'y aurait pas de seconde révolution quantique si les physiciens expérimentateurs n'avaient pas appris depuis une bonne cinquantaine d'années à observer, manipuler des objets quantiques individuels. Il faut savoir que jusqu'à 1970, la plupart des physiciens pensaient que la physique quantique ne pouvait donner que des informations de nature statistique sur des grands ensembles d'objets. Vous avez des atomes, vous l'éclairez avec un faisceau lumineux, vous avez la lumière émise, vous avez 1 milliard d'atomes qui fluorescent, et voilà, mécanique quantique, c'est bon pour ça. Alors du coup, les probabilités, ça ne dérange personne. Mais à partir de 1970, M. Demelt a été capable de calculer un seul électron, de l'observer, de le manipuler, il le gardait pendant des semaines. Don Eigler a été capable, avec un microscope à force atomique, de manipuler des atomes à la surface d'un cristal, à les mettre en rond comme ça. C'était assez marrant, ça lui permettait de voir des fonctions d'ondes sphériques. On a été capable de fabriquer des paires de photons intriqués séparés les unes des autres. La manip que je vous ai décrite, si c'était le fouillis entre les photons du premier côté et les photons de l'autre côté, on ne verrait pas l'intrication. Pour voir l'intrication, il faut être capable d'émettre les paires une par une et de faire la mesure sur les deux photons de la même paire. On a été capable de faire des photons uniques. Bref, ça, c'est des photons uniques de Serge Haroche dans sa boîte à photons, là, etc. Les gens qui travaillent en matière condensée font aussi de superbes objets quantiques artificiels, des artefacts avec des circuits supraconducteurs qui se comportent comme des objets quantiques uniques. Bref, la seconde révolution quantique, c'est l'intrication plus le contrôle, la manipulation et l'observation des objets quantiques uniques. Alors, les applications. 3 classes d'applications. Les communications quantiques, je vous ai parlé de la cryptographie, la téléportation, c'est pas Star Trek, hein. N'essayez pas de me téléporter, ça ne marchera pas. La téléportation, c'est le fait qu'un état quantique peut être téléporté d'ici à là sans tenter de le regarder, parce que si vous tentez de le regarder, vous l'abîmez. Mais vous pouvez le téléporter d'ici à là grâce au processus de téléportation quantique. C'est très important parce que si vous avez un ordinateur quantique ici qui vous sort un résultat sous forme d'un état quantique et que vous voulez reprendre ce résultat pour l'injecter dans un deuxième ordinateur, ce n'est pas une bonne idée de le dégrader en route. Donc la téléportation doit servir à ça. Les ordinateurs quantiques, vaste sujet. Où en est-on? D'abord, en 2 mots, vous avez 2 classes. Vous avez les simulateurs quantiques qui, en quelque sorte, permettent de simuler des problèmes difficiles qu'on ne sait pas résoudre. Un problème difficile, c'est un problème pour lequel le temps de calcul par les ordinateurs classiques croît exponentiellement avec la taille du problème. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un problème à 55 particules, vous arrivez à le résoudre de justesse, problème d'Ising, vous mettez la 56e particule, le temps double, donc vous n'arrivez plus à le résoudre. Donc c'est ça un problème difficile. Je caricature un peu, mais c'est ça. Le simulateur quantique, lui, vous permet de résoudre. Donc vous avez par exemple à côté, à l'Institut d'optique, Antoine Broès, qui résout le problème d'Ising, qui est un problème bien posé, qui est dans les livres de physique solide depuis des décennies, et il arrive à le résoudre avec 200 ou 300 particules, ce qui est totalement inaccessible aux ordinateurs classiques par la force brute. Mais comme tout le monde est très intelligent dans ce domaine, les gars qui font des calculs classiques vexés ont mis au point des méthodes d'approximation qui leur permettent finalement de faire les calculs avec 200 particules. Mais attention, il y a des approximations, ils ne sont pas sûrs qu'elles sont bonnes. De l'autre côté, Broès,
il n'est pas sûr que sa machine marche si bien que ça. Et ce qui est formidable, c'est qu'il compare le résultat et il trouve la même chose. Et donc, vous voyez, moi j'aime beaucoup cette science qui progresse comme ça. Broes fait un calcul avec 200 particules, il donne un résultat, il dit, il y a quelqu'un pour comparer. Les autres, ils disent, ah, tu vas voir, on va y arriver. Et tac, et donc, c'est une saine compétition entre plusieurs façons d'aborder les problèmes. Donc, j'aime beaucoup cet état de la science, mais c'est un état hautement incertain. Et puis, vous avez le mythique calculateur quantique parfait dans lequel on fait de la correction d'erreurs, ce qui est très difficile à faire, mais il y a des tas de labos dans le monde qui travaillent là-dessus, et ne me demandez pas si ça va marcher ou pas. Le seul commentaire que je peux faire là-dessus est le suivant. Jusqu'à il y a quelques années, je pensais que je ne verrais pas ça de mon vivant. Je pense qu'on le verra un jour parce que j'ai une intime conviction, c'est que s'il n'y a aucune loi physique fondamentale qui interdit quelque chose, tôt ou tard, on finit par l'observer. J'ai un exemple dans ma vie dans lequel j'ai un peu trempé, c'est l'observation des ondes gravitationnelles. Je vous assure que quand on a lancé le programme à la fin des années 80, on ne voyait pas comment surmonter les divers problèmes techniques qui allaient se présenter. Mais moi, mon argument, j'ai voté pour qu'on le fasse, le programme. Mon argument était, je ne connais aucune loi physique fondamentale qui dit que ça ne va pas marcher. Donc, tôt ou tard, les ingénieurs arriveront à nous faire les miroirs qui vont bien, les trucs, les machins. Et ça a marché, on les a observés. Donc, moi, je suis dans la même disposition d'esprit pour l'ordinateur quantique parfait, à correction d'erreurs. Je ne vois pas de raison physique fondamentale pour laquelle ça ne marcherait pas. Et donc, jusqu'à il y a quelques années, je disais, je ne le verrai probablement pas de mon vivant. J'ai révisé un tout petit peu ma position pour deux raisons. D'abord parce que je trouve que les progrès expérimentaux sont plus rapides que je ne le croyais. Puis la deuxième, c'est que les progrès de la cardiologie sont aussi plus rapides que je ne le croyais. Et donc, grâce à mes cardiologues, je reprends espoir de voir l'ordinateur quantique dans ma vie. Enfin, il y a la métrologie quantique. Alors ça marche. Je vous en cite un seul exemple. Ici, c'est un gravimètre à atomes froids qui lui aussi a été fait par des anciens étudiants. Il y a plein de trucs qui ont été faits par des anciens étudiants à moi là-dedans. Je suis très content. C'est mes bébés. Mais voilà. Et donc, pas les appareils, mes bébés. C'est les gens qui font les trucs qui sont mes bébés. C'est mes enfants et mes petits-enfants quantiques. Ça, c'est un gravimètre quantique qui marche tellement bien, c'est une version commerciale, il marche tellement bien qu'on le met sur les flancs de certains volcans pour enregistrer en permanence les fluctuations de la gravitation dans l'espoir de corréler les fluctuations de la gravitation avec des éruptions volcaniques. Si on arrive à faire ça, vous voyez que ce sera vraiment utile. Bon, ça, c'est les centres NV, certains d'entre vous en ont entendu parler, ça, c'est la lumière comprimée, bon, bref. Donc, là, de nouvelles révolutions, elle est certainement conceptuelle, elle est scientifique. Aura-t-elle un impact majeur sur la société? Va être transformative. Alors là, une remarque importante, en particulier s'il y a des jeunes, j'y vois rien, je suis ébloui, s'il y a des jeunes, sinon dites-le aux jeunes. Comment se manifestera l'avantage quantique? Alors bien sûr, tout le monde dit on va avoir des ordinateurs beaucoup plus puissants, on va pouvoir faire des calculs plus durs, etc., etc. Mais il y a un deuxième volet. On a de bonnes raisons de penser que l'ordinateur quantique consomme nettement moins d'énergie que l'ordinateur classique. Ça veut dire qu'une des façons de voir l'ordinateur quantique, ça serait la sobriété énergétique. Ce qui permet de dire aux jeunes, je vais régulièrement dans les lycées, et vous savez comme moi que les jeunes aujourd'hui, ils vous disent tout ça c'est bien gentil, mais les problèmes urgents, c'est les problèmes de la planète. Et moi je leur réponds, mais vous n'allez pas régler les problèmes de la planète sans connaître les sciences. Apprenez les sciences et utilisez vos connaissances pour résoudre les problèmes de la planète. Eh bien ici, vous en avez un exemple. Il est possible que ces formidables progrès, s'ils se réalisent avec l'ordinateur quantique, aboutissent à la fin à avoir des ordinateurs qui consomment moins d'énergie pour faire le même calcul. Je trouve ça tout à fait intéressant. Ce n'est pas prouvé, mais le contraire n'est pas prouvé. Donc après, voilà, il y a plein de gens qui mettent de l'argent là-dedans. L'Île-de-France, la France, l'Europe, le monde, les Chinois, les Américains, tout le monde. Il y a des sociétés qui ont plein d'argent, Google, Microsoft, Amazon et IBM, qui mettent de l'argent. Il y a Atos qui n'a pas d'argent, mais qui fait quand même... Il y a quand même un programme quantique. Non, mais c'est vrai, c'est étonnant. Avec les difficultés qu'ils ont, ils n'ont pas shooté et leur programme quantique marche toujours. Bon, c'est bien, ils ont de la constance. Il y a une floraison de start-up.
Alors, juste, je dis que j'ai un conflit d'intérêts. Pascal, je suis l'un des cofondateurs, donc j'annonce un conflit d'intérêts. Mais il y a plein de startups dont je ne suis pas fondateur et qui travaillent bien. Et puis voilà, et puis voilà. Donc tout ça, c'est fascinant. Hein, les jeunes, il faut y aller. Et puis, alors voilà. J'arrive au traditionnel moment des remerciements. Quand j'ai commencé, en 1974, j'étais accompagné de 2 ingénieurs, un ingénieur à la fois opticien et mécanicien, Gérard Roger, il était plus jeune que ça, mais je n'ai pas de photo d'époque, et Gérard Widing, un électronicien. Et puis, les dernières années, là, en 81-82, quand on a fait des expériences, j'ai dit, bon, ben, je peux prendre des stagiaires. Alors, j'ai pris 2 stagiaires, ils sont arrivés, ils étaient bons, hein, les stagiaires. Eh bien, ils étaient tellement bons que c'est devenu des vraies stars mondiales et aussi des professeurs à l'école polytechnique, Jean Dalibard et Philippe Grangier. Donc, les stagiaires étaient bons et je ne les avais pas gâchés. Et puis, je vais terminer par un transparent parce que souvent on me pose la question, quelquefois les gens n'osent pas me poser la question, alors on me dit « Tu l'as appris quand exactement que tu aurais le prix Nobel ?» 3 mois à l'avance. Alors écoutez, la réponse est ici. Je suis dans une réunion de l'Académie des sciences le 4 octobre. Alors, le 4 octobre, c'est le premier mardi du mois d'octobre, ou plus exactement, le premier mardi de la première semaine qui commence le 1er octobre. C'est-à-dire, cette semaine, ça ne marche pas. C'est la semaine prochaine que ça sera. Alors, l'heure est là, il est 11h24, et une secrétaire de l'Institut d'optique m'envoie un message en disant « Je viens d'avoir un appel de Stockholm, elle ne veut pas me dire de quoi il s'agit, mais que c'est extrêmement urgent. Elle veut votre portable, je peux le lui donner. » Alors, je sais que c'est le moment où ils sont en train d'annoncer le prix Nobel, d'accord? Donc, je lui réponds « Oui, bien sûr. » Mon téléphone sonne dans la minute qui suit, je sors, on m'annonce le résultat, on me fait une première interview de quelques minutes, vous êtes pris à la gorge, hein, là, on me fait... Et puis, je rentre dans la salle. Et là, les collègues qui savent que c'est le moment de l'annonce du prix Nobel me disent « Alors ?» Je dis « Le comité Nobel m'a interdit de vous donner la réponse. » Du coup, c'est pour expliquer la diapo suivante. Du coup, ils se mettent tous en ligne, ils arrêtent, la réunion arrête, tout le monde se met à regarder en ligne le site Nobel où ça va être annoncé. Et à 11h39, donc exactement 15 minutes après le truc précédent, le résultat est annoncé. Comme par hasard, je me trouve à côté de Serge Haroche et Jean Dalibard. C'est vrai, c'est une photo prise vraiment, elle n'est pas truquée. Et donc, 2 mois plus tard, eh ben, je me retrouve à Stockholm, habillé en pingouin. Ah ben ouais, si vous voulez voir des pingouins, regardez. Et c'est qui ça? Eh bien, c'est Jean Dalibard, Philippe Grangier et moi. On était à Stockholm tous les 3. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, il y a un président de séance, oui. Tu veux des questions ou pas? Je peux. On peut poser quelques questions, voilà. Et sûrement, il y a des questions. Il y a Martine Lapierre qui veut poser une question. Moi, je vois rien du tout, hein, avec les sunlights, là. Martine Lapierre, donc, je ne sais pas si ça marche, 74. Ma question, elle a trait au développement dans les différentes zones du monde des technologies basées sur le quantique. En particulier celle qui consiste à remplacer le GPS par des mesures des cavités sous-sol pour ce que permet, si j'ai bien compris, la métronomie quantique. Est-ce qu'on a une idée de comment sera l'Europe sur le front de la technologie quantique dans une dizaine ou une quinzaine d'années? Alors, c'est une question intéressante, parce que si on pense à l'ordinateur quantique, avec correction d'erreurs et tout, on est dans un domaine tellement difficile que s'il n'y a pas une coopération internationale, on n'y arrivera pas. Par exemple, Antoine Broès, je vous en avais parlé, hein, qui est à côté, il a l'un des meilleurs ordinateurs quantiques au monde et il collabore tout à fait avec son compétiteur
d'Harvard, qui est Michalukhin, qui a une manip analogue, et ils échangent leurs informations parce qu'ils savent bien que c'est tellement dur que s'il y en a un qui fait un progrès, il peut le dire. Donc il y a à la fois compétition, mais quand même échange. Là, je parle de ce qui est le plus dur. Après, quand on est dans les capteurs quantiques, parce que ce que vous avez évoqué, c'est plus dans les capteurs quantiques, vous voyez bien qu'il y a des enjeux totalement stratégiques du genre, si je peux détecter ceci ou cela, c'est très important. Là, on ne sait pas trop. Il est probable qu'il y a des trucs secrets à gauche, à droite. Ce qui est clair aussi, c'est que la collaboration en Europe, elle est à peu près totale, parce que comme l'Europe a mis beaucoup d'argent là-dedans et que l'Europe, elle exige que les gens collaborent, sinon elle ne donne pas d'argent, c'est quand même fortement incitatif. Avec l'Amérique, avec les États-Unis, la collaboration est assez bonne parce que finalement, on a une communauté intellectuelle, depuis toujours on travaille avec eux, dont on se méfie un peu, mais finalement quand même on collabore. Avec la Chine, spécialement avec le refroidissement de la situation, je dirais. Moi, j'ai vécu l'époque exaltante où la Chine s'ouvrait au monde. C'était absolument formidable. Le fait qu'elle soit en train de se refermer n'incite pas à... Il y avait une collaboration raisonnable avec la Chine, certainement moins étroite qu'avec les États-Unis. Je pense que ça a tendance à se refermer et la collaboration avec la Russie est totalement fermée, pour des raisons évidentes. Donc, que vous dire? Mais pour ce qui est des systèmes de détection ultra sensibles à atomes froids, grosso modo, c'est ça. Je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on ne connaît pas. Voilà. Une des applications des atomes froids, c'est l'interférométrie atomique. Ça permet de faire des gyros extrêmement stables à long terme. Et donc, un certain nombre d'entre vous savent que l'une des applications clés, c'est de mettre ça dans les sous-marins en plongée. Ça permet de garder le cap pendant longtemps. Parce qu'il ne vous échappe pas qu'il y a un problème majeur avec les systèmes traditionnels où il y a une bille d'iridium qui tourne à toute vitesse, c'est que ça repose sur les fréons, et les fréons ont été interdits par le protocole de Montréal. Et donc, ça fait très longtemps que les militaires cherchent une alternative, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont financé nos recherches avec Claude Cohen-Tanucci, qui ont démarré en 1984 sur les atomes froids. On leur avait dit, un jour, vous aurez un interféromètre à atomes froids pour garder le cap dans les sous-marins en plongée. Ben ça y est, c'est le cas. Comme quoi, ils ont bien fait de subventionner la recherche fondamentale, et nous, on était très contents aussi. Ah, j'ai une question d'une étudiante. J'espère bien qu'il y a des étudiants. Bonjour, vous avez dit tout à l'heure, je dis la deuxième révolution quantique et pas la seconde parce qu'il y en aura peut-être une troisième. Oui. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce que vous envisagez. J'envisage rien du tout. Et c'est juste, vous avez compris que mon point de vue, c'est que ce qui n'est pas absolument interdit par une loi très fondamentale, du genre conservation de l'énergie. J'ai tendance à penser qu'on n'est pas prêt de violer la loi de conservation de l'énergie. Ce qui n'est pas interdit par une loi absolument fondamentale, je pense qu'il faut se laisser la possibilité que ça arrive. Je ne sais pas. Mais vous savez, la seconde révolution quantique, quelqu'un d'aussi fort, visionnaire, génial que Feynman, l'avait totalement raté. En 1960, Feynman a écrit explicitement dans son fameux cours de physique, à propos du raisonnement EPR, il a écrit explicitement, raisonnement EPR, quand vous le traitez comme j'ai traité le chapitre précédent, il n'y a rien de nouveau. Or, le chapitre précédent, ça traitait de l'interférence d'une particule unique. Et ce qui caractérise EPR, c'est que quand vous avez deux particules, ce n'est pas la même chose que quand vous avez une particule unique. Donc Feynman, en 60, l'a absolument pas vu venir. Le point, c'est que Feynman est réactif, et donc quand il a eu connaissance des inégalités de Bell et des premières manips qui ont eu lieu dans les années 70 et début des années 80, il a écrit en 82 un article où, grosso modo, il dit « Oups, il y a un truc que j'avais raté là. L'intrication, ça, c'est vraiment un truc nouveau. » Et Feynman, il invente instantanément la notion de simulateur quantique. Et je peux vous témoigner du fait qu'en 84, j'ai rencontré Feynman, j'ai fait un séminaire, comme là, à Caltech,
devant Feynman. Je peux vous dire, quand vous allez faire j'étais tout jeune, je venais de passer ma thèse. Vous faites un séminaire sur les fondements de la mécanique quantique devant Feynman, j'en menais pas large. Eh bien, il a été extrêmement positif. Il a fait un commentaire public positif. Il m'a amené dans son bureau, on a discuté. Il a compris. Il lui a fallu 20 ans pour comprendre que l'intrication, c'était vraiment un truc nouveau. Donc, troisième révolution quantique, franchement, je n'ai pas la moindre idée. Bonjour. Et si on admet que les révolutions sont de plus en plus, complexes, surtout pour le monde, on va dire, non scientifique, vous parliez de l'impact, des impacts sociétaux. Si l'on admet qu'elles sont de plus en plus complexes, n'y a-t-il pas un risque de mettre le monde scientifique, de l'isoler un peu du monde non scientifique, on va dire? Je pense à la vulgarisation. Enfin, je pense que c'est extrêmement important de savoir expliquer ce que l'on vit là, notamment. Je crois que le problème, ce n'est pas les scientifiques. Vous pouvez juger du fait que je m'efforce d'expliquer d'une façon pas trop compliquée. Je peux vous dire, quand je fais la même conférence à l'île d'Oléron, l'été, pendant les vacances, avec des gars qui sortent de la plage, ou le viticulteur du coin, c'est encore plus simple que ce que je viens de faire. Le point, ce n'est pas la faute aux scientifiques, c'est la faute à la société qui ne place pas la science dans la culture. Écoutez les leaders d'opinion. Les leaders d'opinion, ce sont des gens, quand ils parlent de culture, ils ne pensent que littérature, musique, peinture. Ils ne mettent jamais la science dans la définition de la culture. Or, moi, je pense que la science, je n'ai pas dit connaître l'équation de Schrödinger, mais connaître les avancées de la science, etc., ça fait partie de la culture tout autant que la connaissance de Victor Hugo ou de Monet ou de je ne sais pas qui. Mais là, c'est un problème de société. Et ce problème de société, en fait, il remonte à quoi? Il remonte au fait que les leaders d'opinion, c'est la plupart du temps des gens qui ont fait Sciences Po, l'ENA, des écoles de journalisme, et vous regardez, il n'y a quasiment aucun cours d'éducation scientifique. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut faire de la science en détail avec plein d'équations, mais il faut quand même leur faire des cours d'éducation scientifique. Vous avez plein de gens qui vous parlent des problèmes de l'énergie sans même avoir en tête ce qu'est exactement la conservation de l'énergie. Je veux dire, c'est effarant. Mais moi, je crois que ce que vous pointez, c'est un problème de la société. Ce n'est pas un problème de la complexité des sujets. Je pense que tout sujet peut être résolu. Vous croyez que ce n'est pas dur de comprendre un transistor? Essayez de raconter à monsieur tout le monde comment marche un transistor. Vous n'y arrivez pas. C'est extrêmement compliqué. Mais vous pouvez quand même lui dire que voilà, il y a un courant qui rentre, il y a une commande, et puis à la sortie, eh bien, le courant de sortie est commandé par le courant d'entrée. Vous n'avez pas besoin de connaître toute la physique quantique qui décrit le mouvement des électrons à l'intérieur du transistor. Vous voyez? Donc je pense qu'on peut absolument toujours vulgariser les choses en s'adaptant au niveau du public qui est face à vous. Merci beaucoup pour votre... On va dire que c'est la dernière question. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Votre parcours montre que parfois quand même... Je ne sais pas où vous êtes. Parce que... Ah oui, d'accord. Votre parcours montre que prendre des risques en sciences, ça peut être très, très payant. Et ce n'est pas forcément favorisé par la recherche d'appel à projet, ce genre de choses. Comment est-ce que vous voyez un peu le futur de la recherche en France ou en Europe, où de plus en plus on se focalise sur des appels à projet, où on essaie de minimiser la prise de risque pour remporter l'appel à projet, ce qui est un peu contradictoire avec votre parcours, par exemple, où la prise de risque a vraiment... Alors, c'est une question compliquée. Je crois qu'il ne faut pas être aussi caricatural que vous le faites. Toute la recherche ne se fait pas sur appel à projet. Il y a quand même des crédits, il y a des crédits blancs à l'ANR, et il y a un certain nombre de sources de crédits disons qu'il y a déjà plein de programmes où vous avez le droit de venir avec n'importe quel sujet. Quand vous soumettez un projet au Conseil européen de la recherche, ERC, European Research Council, vous racontez ce que vous voulez dedans. Bon, mais là, vous allez me dire, on est déjà dans un projet qui a bien maturé, mais si vous avez une très bonne idée, que vous arrivez à la développer correctement, on ne vous demande pas de vous inscrire dans un programme donné.
À l'ANR, il y a des programmes blancs. Donc, il ne faut pas exagérer. L'autre, en réalité, et après, d'un autre côté, que la société qui donne de l'argent à la recherche indique un certain nombre de directions où elle aimerait bien inciter les chercheurs à aller, ça me semble légitime. C'est eux qui payent quand même. Nos concitoyens, ils payent des impôts. Donc moi, je crois que tout est dans le bon équilibre entre ce qui est blanc, c'est-à-dire ouvert, et puis ce qui est finalisé. Et je vous assure que s'inscrire dans des programmes finalisés, ça peut être passionnant. Moi, les applications, ça me passionne. Il n'y a pas que le débat entre Bohr et Einstein qui me passionne. Quand on a eu l'idée qu'on pouvait faire des interféromètres atomiques pour faire des gyros meilleurs que les gyrocolants, moi je trouve ça tout à fait passionnant. Donc que l'armée nous dise « Ah ben si vous allez là-dedans, on va vraiment vous donner beaucoup d'argent », moi je ne trouve pas ça choquant, du moment que le problème est intéressant et m'intéresse. Donc il y a un équilibre à trouver. Moi je vais vous dire ce qui est... L'autre question que vous ne posez pas, mais je vais quand même y répondre, comme disait Georges Marchais à El Kabbach, qui lui disait « Mais vous ne répondez pas à oui, il lui pose une question. Marchais répond. El Kabbach lui dit « C'est pas ma question ». Et Marchais lui répond « Oui, mais c'est ma réponse. » Voilà. Donc je vais vous faire une réponse à une question que vous n'avez pas posée. On me dit souvent, aujourd'hui, on ne pourrait pas prendre le même risque, tu ne pourrais pas prendre le même risque parce que tu avais un poste stable. La réponse est oui. Mais toute personne qui rentre au CNRS aujourd'hui a un poste stable. Donc elle pourrait faire exactement la même démarche que moi. Il faudrait qu'elle aille convaincre son directeur de labo, de le laisser faire, et le comité national qui, au bout de 2 ans, va lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Mais ça, moi, j'ai eu le même problème. Moi, il y avait plein de gens qui pensaient que ce que je faisais n'avait aucun intérêt. Il a fallu que je les convainque un par un. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui, comme moi, tomberait amoureux, il n'y a pas d'autre mot, sous le charme de l'article. J'ai lu l'article de John Dell, j'ai dit « je veux travailler là-dedans ». Bon, coup de chance, j'avais déjà un poste d'enseignant-chercheur. Mais n'empêche que je peux vous dire que pendant des années, on m'a expliqué que je perdais mon temps, que j'aurais jamais de promotion, que ceci, que cela. En plus, je ne publiais pas. Parce que quand on monte une manip comme ça, on ne publie rien. On monte une manip, on ne publie pas. Donc, et quelqu'un qui rentre au CNRS aujourd'hui, ou un enseignant-chercheur. Moi, j'étais enseignant-chercheur, je faisais mes cours. Du moment que je faisais correctement mes cours, déjà, ils étaient contents. J'étais à l'ENS de Cachan, je faisais mes cours. J'allais 2 jours par semaine, je faisais mes cours. 3 autres cours, je faisais ma recherche. Alors, en recherche, on me cherchait des noises. On me dit, mais tu perds ton temps, tu n'as pas publié. Mais je m'expliquais, je disais, voilà ce que je vais faire. Après, il faut être capable de s'expliquer. Il faut montrer l'intérêt de ce qu'on fait. Mais on ne m'a pas fusillé. Mais je pense qu'aujourd'hui, les mêmes possibilités existent. Seulement, quand on vous dit « tu n'auras jamais de promotion, tu passeras jamais prof », il faut dire « ce n'est pas mon problème ». Moi, mon problème, je fais un enseignement, il m'intéresse, je suis content comme ça, et ce sujet de recherche m'intéresse et je suis content comme ça. Après, je suis passé prof, c'est venu en plus. Mais honnêtement, quand j'ai commencé, j'étais persuadé que je resterais totalement marginalisé, avec tous les commentaires qu'on me faisait. Voilà. Donc mon commentaire, c'est si vous avez la chance d'avoir un poste stable, eh bien, ayez le culot de vous engager, si vous êtes convaincu que c'est vraiment intéressant. Ayez le culot de vous engager dans des choses qui ne sont pas forcément dans le courant dominant. Et puis, quand vous avez une commission qui vient vous voir, ne partez pas du principe que ce sont des abrutis. Dites-vous que vous avez en face de vous des gens intelligents qui connaissent votre discipline et que si vous arrivez à leur expliquer correctement ce que vous faites, il y a des chances qu'un vrai dialogue s'engage. Moi, ça a été ma... Il faut que vous sachiez qu'entre 1974 et 1978-79, j'ai été en but aux critiques, à l'ironie. Au mieux, c'était l'ironie. « Ah, Aspect, c'est le mec qui vérifie la mécanique quantique. » En se marrant. Et le pire, c'est, mais Aspect, il perd son temps à des conneries, il ferait mieux de travailler à des choses plus intéressantes. Donc, voilà. Je ne me cite pas un exemple, mais je suis intimement persuadé qu'aujourd'hui, dans notre système, et alors j'avais presque aucun argent, hein, j'ai emprunté des trucs partout. Tout mon système de comptage d'électronique et de comptage de photons, je suis allé voir les gars à Saclay qui fabriquaient les électroniques des appareils qu'on met autour des accélérateurs de particules. J'ai commencé à leur expliquer ce que je faisais, ils ont trouvé ça intéressant.
Après, je repartais avec des valises entières de discriminateurs, d'amplificateurs, etc. Pourquoi? Parce que quand ils en fabriquaient 100, 200, donc ils pouvaient bien m'en passer 2. Il est arrivé une fois qu'ils m'ont appelé en me disant « Écoute, là, si tu pouvais nous ramener pendant une semaine ces 2 appareils, on est à court. » Donc j'ai arrêté ma manip, je les ai ramenés, je les ai repris. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Mais pareil, parce que j'ai expliqué aux gens ce que je faisais, finalement ils trouvaient ça intéressant et on m'a prêté énormément de matériel. Voilà. Bon, merci. Merci Alain pour cette belle leçon de mécanique quantique et cette belle leçon de vie. J'écoute toujours avec autant de jubilation tes interventions. Merci encore. Merci à vous.